Donc, j'ai deux questions. D'une part, bon, comment vous envisagez ensuite, puisque vous avez fait un plan rétrospectif qui vous permet d'établir un modèle, ça c'est génial, et comment vous envisagez ensuite de mettre ces compétences développées et ces outils développés en amont de l'archive dans le cadre des projets, c'est-à-dire au moment du démarrage de projet, c'est-à-dire d'essayer de rattraper finalement ultérieurement l'objectif du plan de gestion de données qui est d'accompagner toute la vie de la donnée dès le début du projet et non pas au moment où on vient vous déverser ces caddies remplis de cassettes. Est-ce que vous avez envisagé ça? Est-ce que c'est possible aussi en termes de temporalité? Ah bon, je revois la parole. En fait, c'est ce que j'ai fait quand on a eu l'ANR Colostrum, c'est-à-dire que dès le départ, j'ai formé les chercheurs à un certain type, à enregistrer avec un certain type de format, à faire signer des contrats d'autorisation et d'utilisation. Donc tout ça, bien sûr, voilà. Et là actuellement, je suis engagée dans un autre programme ANR qui va en tout cas, dans la rédaction du programme ANR, on va dire, pour lequel il s'agit de comme autre chose, c'est des enregistrements de prêches en hébreu, en arabe et en français. Donc là encore, je fais le plan de gestion, je propose un certain plan de gestion de données. Ça, c'est un outil, me semble, assez simple en fait à produire. Il existe des outils pour ça d'ailleurs. Le plan de gestion rétrospectif, finalement, c'est aussi un accompagnement de la sauvegarde sur le long terme pour moi, puisque c'était quelque chose que je fais depuis déjà 5 ou 6 ans maintenant, de déposer des fonds au CINES accompagnés de leur contexte de production, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était quand même pas assez suffisant de déposer les métadonnées et les données. Il y avait besoin aussi de quelque chose qui permet de comprendre. Et effectivement, c'est le plan de gestion de données. Bon, maintenant c'est la mode, hein, mais en fait l'archiviste il en a toujours fait. Donc pour moi, c'est pas tellement. C'est juste que maintenant je l'appelle comme ça. Mais à vrai dire, avec moi j'ai plutôt eu cette nécessité avec le dépôt sur la sauvegarde sur le long terme, en me disant si je travaille pour l'éternité, maintenant au moins pour le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire que se retrouver avec ces métadonnées et ces fichiers dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, ou peut-être plus. Donc, produire un document qui accompagne le long terme, ça me paraissait vraiment intéressant. Et plus, en fait, j'y travaille, et en collaboration, bien sûr, parce que c'est ces collaborations qui font aussi qu'on fait évoluer ces façons de penser, ces plans de gestion de données. En fait, je me rends compte qu'on a aussi besoin de documenter, je disais, les personnes qui ont participé et la façon dont ils ont participé. Ça me paraît vraiment très intéressant, en tout cas, dans l'évolution de ce projet d'écriture du plan de gestion de données. Et donc, cette rencontre avec Doranum et le plan de gestion de données, ce travail que vous avez fait méthodologique, est-ce qu'il change vos pratiques d'archiviste? Est-ce qu'il ajoute des choses par rapport à ce que vous faisiez auparavant? Instruments de recherche qui sont… Il y a des éléments supplémentaires? C'est pas spécialement Doranum. Alors, Annick a mis en avant Doranum parce qu'elle a découvert l'outil. Voilà, ouais. Pour moi, c'est un outil archivistique. J'ai pas spécialement un intérêt particulier par rapport à Doranum. Mais par contre, ce que je perçois surtout, c'est comme je disais, oui, mieux comprendre le contexte de l'archivage. C'est quelque chose qui jusqu'ici n'était pas vraiment décrit. En fait, on décrivait le fond, on décrivait les métadonnées. Et ça, c'est quelque chose qui est venu justement au moment de l'ANR Colostrum, parce que les chercheurs étaient aussi chargés, bien sûr. Je les avais aussi formés, pas à l'analyse documentaire, mais à un minima de transcription et des fichiers, etc. Or, donc il y avait 8 enquêtes différentes à travers l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe, et en fait, et l'Asie. La seule personne qui a vraiment rempli toutes les cases et de l'archiviste et du chercheur, il y en avait qu'une. Voilà, qui m'a rendu vraiment tous les contrats traduits en khmer, signés par les
les témoins, les photographies avec les autorisations, les analyses de chacune des enquêtes, le format web. Voilà, il n'y en avait qu'une qui était capable de répondre à la formation qui avait été donnée en amont. Pour les autres, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc, c'était important aussi de documenter pourquoi, même au niveau des enquêtes, on avait des grilles d'enquête, parfois les choses n'étaient plus les mêmes. Donc, il y avait parfois des entretiens collectifs au lieu d'être des entretiens individuels. Donc, tout ça, ça doit être documenté. Et je me suis rendu compte que le fait et les traducteurs aussi, donc impliquer. Parfois, c'était des étudiants qui avaient fait les enquêtes et non plus les chercheurs eux-mêmes qui étaient prévus au départ. Et donc, documenter vraiment l'ensemble des acteurs, apporter un plus sur les usages de ces archives. On ne pouvait pas utiliser de la même manière les archives qui avaient été faites par les étudiants de master au Burkina Faso, qui introduisaient de façon, en disant aux témoins, ça restera entre nous, et c'était enregistré. De la même manière qu'un chercheur qui avait fait signer un contrat externe. Donc, je ne pouvais pas du tout utiliser ces archives, mais dans 50 ans, quand quelqu'un va écouter ces entretiens, c'était quand même important de préciser tous ces éléments et de le documenter. Or ça, effectivement, normalement, une fois qu'on a décrit fort et qu'on a mis toutes les métadonnées pour chacun des documents, qu'on a décidé si c'était accessible ou pas, avec les bons fichiers, on peut le déposer. On n'a pas besoin d'avoir tout cet environnement contextuel. Du coup, si je peux me permettre, moi, j'ai envie de dire aussi que c'est complètement complémentaire. Du coup, les instruments de recherche et le plan de gestion de données, c'est vraiment deux choses, des documents qui sont vraiment complémentaires. Et puis, par rapport donc au fait que effectivement les chercheurs, quand tu formes les chercheurs justement à l'entretien pour qu'ils puissent déposer des formats valides, etc. Donc, c'est peut-être un problème qui sera appelé, je ne sais pas, dans 20, 30, 40 ans, suivant si on est optimiste ou pas, en fait, à une problématique qui va diminuer, puisque aujourd'hui, avec la science ouverte et l'obligation de faire des plans de gestion de données pour les nouvelles recherches, normalement, toutes les données devraient arriver chez l'archiviste d'une manière un petit peu plus construite et on va dire férisée, donc voilà, qui seront déjà plus prêtes pour le dépôt, le réusage et le dépôt dans les entrepôts pour des conservations pérennes. Voilà. Paolo, des réactions? Oui, bien sûr. Je trouve que pour moi, il me semble que c'est une démarche exemplaire qui permet, alors, pas seulement pour moi dans une perspective d'archives archivistique. Je crois qu'aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est quand je parle justement de cet écosystème FAIR, c'est de dire parfois ça se résume quand même à regarder les plans de gestion qui sont publics. Hein, vous verrez, c'est assez éloquent et c'est pour ça que le chemin à parcourir est encore long. Et c'est qui se résume parfois, et je vais être là, j'aime bien grossir le trait, ça se résume parfois à un plan de gestion de données minimaliste, à 4 métadonnées et un fichier dans Zenodo. Voilà. Je dis. Donc là, c'est pour ça que je dis que si on ne met pas en place un écosystème véritablement, et je trouve que l'exemple qui était cité là fait appel à tout un écosystème. On voit bien que les parties prenantes qui ont quand même tous des rôles dans une perspective on dit bien, de documenter. La condition sine qua non, ça c'est indispensable. Aujourd'hui, quand vous voulez réutiliser un fichier qui s'appuie sur 4 métadonnées, un fichier qui est déposé dans l'entrepôt, quel qu'il soit, je ne sais pas pour pointer Zenodo, c'est pas mon propos, eh bien, elles ne sont pas réutilisables. Elles sont quasiment perdues. Documenter au maximum, effectivement, cette démarche est un élément ce vers quoi, justement, cet écosystème doit nous amener. Ce vers quoi on doit... C'est bien ça le principe de turning FAIR into reality, c'est tout à fait dans cette logique-là. Il est question, par exemple, notamment de joindre maintenant de déposer les DMP comme un document scientifique. Donc, elle est pressentie pour ça, hein. Mais on voit bien que j'aurais beaucoup plus facile d'utiliser un jeu de données s'il est documenté, en plus par un plan de gestion de données, et qui est là, par exemple, complet.
véritablement complet. Avec, je trouve ça super intéressant de se dire, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Là, vous avez tous les éléments pour comprendre les données que vous voulez réutiliser, comment elles ont été construites, tous les principes faire, etc., etc. Donc, c'est vraiment à ça que l'on doit concourir. Je crois que et c'est pour ça que je dis que le chemin est encore long à parcourir. Alors, c'est sûr que des communautés sont déjà bien organisées, oui. Quand vous regardez, par exemple, on cite souvent l'astronomie. Des fois, on en est même un peu marre de citer l'astronomie. Mais si vous regardez tous les standards, tous les documents qui structurent toute la démarche de l'astronomie, qui ont quand même démarré dans les années 70, eh bien, pour certaines communautés, c'est toutes ces 20 années qu'il faut peut-être pas rattraper, parce que c'est une temporalité quand même très longue. Mais voilà, il faut structurer pas à pas pour offrir toutes les conditions qui vont me permettre de réutiliser les données. Et là, l'exemple qui vient d'être cité est un exemple, voilà, je trouve exemplaire. L'idée de faire un plan de gestion de données rétrospective, je trouve ça génial. Et il faut s'appuyer sur ces réussites faire. Voilà. C'est typiquement un truc qui m'intéresse, notamment dans le cadre de la task force EOS dans laquelle je travaille. Un des volets qui est de recenser en Europe des initiatives un peu exemplaires. Quand je vois ça, je me dis waouh, ça je trouve ça intéressant. Donc ça se trouve, on reprendra contact. Voilà, j'ai besoin, si vous voulez, de nous appuyer pour illustrer auprès de communautés. Voilà ce que certaines communautés ont déjà engagé. Et on voit bien, on a cité tout ce que je disais, des acteurs multiples qui ont des rôles quand même bien définis et qui... le sens aussi de mon propos était de dire, on a tendance à tout mettre sur le dos du chercheur. Et si je veux me faire un mauvais jeu de mots, c'est unfair. C'est unfair, c'est injuste. C'est pas seulement injuste, si je peux me permettre, c'est pour ça aussi qu'on a quand même passé quelques diapos sur les contextes de production. C'est-à-dire que la science, elle s'est faite aussi avec des témoins. Et c'est quand même ce rôle dans le plan de gestion de données, moi c'est surtout ça aussi. Bon, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je m'occupe d'archives de façon plus large, mais je viens de ce monde de l'histoire orale que Claire Scopsi connaît bien. Et donc c'est la première fois que j'ai mis en ligne mes métadonnées donc en 2000. C'est un témoin qui m'a appelé, qui s'est retrouvé, alors que tout était anonyme, qui s'est retrouvé dans la base de données, qui m'a dit ça doit être mon père parce que voilà, c'est tel petit village des Cévennes à Sainte-Cécile-d'Angorge et c'est pas possible parce qu'il était. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais oui, mais c'est ces témoins aussi qui ont construit ces données, de la recherche. J'ai commencé à lui envoyer des contrats d'utilisation, avoir des retours. Et là, le projet, par exemple, de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, et c'est dès le départ la demande de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, c'est de travailler avec tous ceux qui ont construit cette science. Et donc, je ne sais pas si les étoiles peuvent répondre aussi, mais nous, dans l'astronomie, mais nous, dans la donnée en sciences humaines et sociales, quand on parle des acteurs, on a vraiment envie que ce soit tous les acteurs et pas seulement le chercheur. Quand je suis arrivée à la Phonothèque, il y avait seulement les noms des chercheurs et pas les noms des témoins. Aujourd'hui, dans ce travail qu'on a fait, et qui est compliqué, même parce que voilà, on n'a pas toujours toutes les informations. Elles ont été notées sur un bout de papier. Il faut les retrouver. Pour remonter sur l'emballage d'une bande analogique. Voilà, notre démarche, elle est aussi là-dedans. Donc pour nous, ou plan de gestion de données, c'était aussi quelque chose qui coulait de source en fait. C'était vraiment dans la démarche qui est celle que tous les participants soient vraiment affichés. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi, tous les participants, je me suis rendu compte tardivement, mais ces dernières années, qu'on ne prenait pas non plus en compte tous ceux qui étaient les petites mains de l'analyse de l'archive. Et donc, tout cela aussi, on les intègre. Alors ça paraît peut-être... je sais pas, dérisoire ou je sais pas, mais pour nous, ça fait vraiment partie, en tout cas, de ce projet-là. Et le plan de gestion de données est venu l'organiser finalement, alors que c'était un travail réalisé. C'est pour ça que je parlais de toutes les parties prenantes. On a tendance aussi à réduire et à raccourcir un peu. On cite toujours les mêmes acteurs, et c'est pas la réalité de certaines disciplines.
Et chacun a eu un rôle à jouer dans les données, et c'est ça qu'il faut, voilà, ce à quoi il faut tendre, c'est effectivement bien identifier quel est le rôle qu'a joué un acteur. Bah, justement, vous citez les témoins, voilà, ça pour moi, voilà, ça répond tout à fait à l'objectif. Ce que je vois aussi, désolée pour les cloches, hein, comme d'habitude, on est en train de dessiner une épistémologie des données de la recherche, en fait, parce qu'on se donne les moyens d'une épistémologie des données de la recherche. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que pour l'instant, on est quand même avec l'article scientifique, on a l'impression que les données, hop, elles sont données. Elles arrivent, et hop, en général, à la deuxième sous-partie de l'article, et puis, ma foi, tout va bien. Ensuite, on privilégie les résultats, on ne sait pas ce qu'elle devient, etc. Et là, on a une vraie réflexion qui, d'ailleurs, la décolonisation des archives, je trouve c'est intéressant, parce que c'est une épistémologie, le fait de mettre à disposition des populations les données qu'on a collectées sur eux, et donc de répondre à leurs questions et de porter un regard critique sur nos propres données, c'est vraiment l'avenir, ça. Voilà. C'est pour ça que dans le schéma aussi, l'écosystème, donc ça va jusqu'aux citoyens, mais il faut le prendre au sens large. Et voilà, on est encore en train d'essayer de réduire un petit peu le périmètre des acteurs. Non, là, ce que dit véritablement, c'est que l'enjeu, c'est effectivement d'ouvrir à l'ensemble des rôles des uns et des autres, et on voit qu'ils sont nombreux. Et aussi de les former quelque part aussi, hein, les accompagner, pour que globalement, ensemble, collectivement et simultanément, c'est ça aujourd'hui, on est trop dispersé, on agit de façon soit désynchronisée, et ça c'est un problème. La synchronisation de l'ensemble des parties prenantes me semble aussi importante, et donc il faut avoir des socles communs ou des spécifiques, et donc il y a un chemin quand même à parcourir, et qui est passionnant, qui est fascinant d'ailleurs. En effet. Bien, je crois que nous avons épuisé l'auditoire, sinon le sujet certainement pas, l'auditoire peut-être. À suivre, et Paolo et on sera toujours à l'écoute, on sera toujours intéressé à relayer les innovations, les nouveautés, ce que vous avez à dire sous différentes formes, pas forcément dans le séminaire, mais en dehors, parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Avec plaisir, oui. Et qu'on en a vraiment besoin. Voilà, nous aussi, beaucoup. On a besoin de s'alimenter de ça. Annie, qui est heureuse d'avoir montré concrètement ce que ça donne. Hein, donc, on peut survivre à un plan de gestion de données. Pas de problème. C'est pas du tout un sport dangereux, au contraire. Survivre heureux, même. Hein. Merci beaucoup à tous les participants et au comité d'organisation du séminaire. Et vous retrouverez prochainement, je vais le faire très vite, tu vois, parce que ça s'y prête, les interventions sur notre carnet hypothèse.